Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Philippe Arel, Colas. J'avais une question sur les pôles de compétitivité. On a parlé beaucoup d'innovation et d'essayer de changer, de passer d'un modèle de production de projet à une production de produits. Pensez-vous pas que le mode de fonctionnement actuel, pour avoir déjà répondu à un FUI moi-même, pensez-vous pas que le mode de réponse actuel dans lequel on privilégie de la territorialité et on cherche des projets qui sont plutôt sur des durées de minimum 36 mois, est-ce que ce n'est pas un frein à l'innovation quand on voit le rythme auquel avancent les startups et les nouveaux projets? Oui, là-dessus, vous touchez du doigt ce que, à titre personnel, ça n'engagera pour le coup que moi à ce stade, je pense à la nécessaire évolution des pôles de compétitivité. C'est pour ça que nous, à Advancity, on ne dit pas toujours pôle de compétitivité Advancity. Nos modèles économiques doivent aussi changer. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous, on a développé une action forte vers les startups PME mais startups, en mettant en place des dispositifs d'aide spécifiques. Moi, par exemple, j'ai visiblement avec succès, la presse en a parlé, évoqué avec le président du directoire de la Société du Grand Paris récemment une de mes petites entreprises, c'est mon Blablacar, parce que chaque DG a sa start-up, qui est la société ESUS, qui j'espère pourra aider à gérer les chantiers convenablement, et notamment le chantier de terre polluée. Donc on a cet axe privilégié sur les start-up. Et pour ce qui nous concerne Advancity, on n'a jamais été, nous, très très fort pour ce qui concerne le FUI, que vous connaissez bien. Ça ne fait pas partie de ma stratégie de devenir très fort sur les domaines du FUI. Parce qu'effectivement, on a des travers. En revanche, sur la ville, moi, je suis convaincue de plusieurs choses, mais notamment celle-ci. On a encore besoin de conduire des recherches fondamentales, et les outils existants, notamment le FUI, n'est pas un outil adapté pour conduire ces recherches fondamentales sur la ville. Et puis, deuxièmement, il y a souvent ce que nous, on appelle innovation. C'est pas tout à fait la même chose que ce que certaines collectivités ou ce que les étrangers appellent innovation. C'est-à-dire que ce qu'on vend, par exemple, aux Brésiliens, là, très concrètement, en matière de traitement des eaux sur le projet Serra do Mar, à São Paulo, eux, ils appellent ça l'innovation. Pour moi, c'est déjà du pré-produit. C'est plus tout à fait l'innovation. Je sors pas d'un FUI, je suis déjà sur un projet qu'en projet pilote en test sur un territoire. Donc, pour ce qui concerne Advancity, en tout cas, nous, on a essayé d'engager une révolution culturelle, toute proportion gardée, parce que je suis convaincue que ces modèles qui s'appuyaient principalement, et pour certains pôles probablement encore principalement, sur des guichets de type FUI, ne sont pas adaptés à la ville et au traitement de sujets vraiment transversaux, et sont probablement plus tout à fait adaptés à l'aide au développement des entreprises et à l'aide de la recherche et développement. Et d'ailleurs, visiblement, les guichets de financement public sont juste un peu en train de se restreindre. Oui, de s'assécher, c'est une bonne image. Non, mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Je pense qu'à la fois la contrainte territoriale, la contrainte de temps, c'est pas une. Enfin, dans l'innovation, toutes les contraintes qui sont pas obligatoirement universelles ne sont pas bonnes puisqu'elles vont bloquer les processus. On essaye en tout cas de trouver tous les. Alors on appelle ça des guichets, mais enfin tous les endroits où on peut accompagner les projets. On prend les projets tels qu'ils sont et tels qu'ils doivent être, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas déformer un projet pour le faire rentrer au chausse-pied dans quelque chose qui ne lui va pas. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas accompagner tout le monde et tous les projets parce que globalement, si c'est notamment l'aide financière qui est importante pour déclencher un processus, parfois il n'existe pas la mécanique de soutien qui fonctionne bien. On essaye d'influencer et de pousser les idées qui nous paraissent bonnes pour faire évoluer ces aides. On va plus vers le produit. On va moins vers le projet, plus vers le produit, on ouvre vers d'autres territoires, on ouvre vers l'international, on va beaucoup vers l'accès au business. Donc dans un pôle comme Systématique, c'est la relation avec le marché des grands groupes, notamment grands groupes internationaux. On cherche ces sujets-là, mais clairement les frontières et les bornes imposées qui ne sont pas compatibles avec l'objet lui-même, on essaye, on espère qu'elles ne sont pas trop... Il y en a beaucoup trop, bien sûr, mais enfin, on arrive, nous, pour l'instant, à se dépatouiller là-dedans, quoi. Ouais, merci. Une autre question ? Oui, une question. Je suis Andy Chaouch. Qu'en est-il des smart grids ? Vous avez évoqué ici Grid en introduction. Est-ce que on est passé du stade démonstrateur à la réalité ou est-ce que c'est au niveau des démonstrateurs ? Ici Grid. Ici Grid, ça me fait beaucoup rigoler parce que j'y suis pour rien. Je n'y connais rien.
Je savais que l'électricité se transportait, mais ne pouvait pas être stockée, c'est à peu près tout. Et puis, il y a une bande d'ingénieurs autour de Bouygues à l'origine, sans chef. Il n'est même pas polytechnicien, lui, je crois. Ils sont une douzaine maintenant. C'est un vrai consortium. Ils sont très en avance sur ce qu'on disait à propos de la mutualisation. Et l'idée, c'était, on a des bureaux magnifiques, Microsoft, 45 000, Bouygues Télécom, 45 000 mètres carrés, Bouygues Immobilier, je ne sais plus, ça doit faire 10-12 000. Toute la journée, bon, on les chauffe, on les éclaire, très bien, et puis la nuit, ça tombe. Or, à ce moment-là, les immeubles d'habitation qu'on a construits à côté pourraient peut-être avoir l'électricité. Ça semble idiot ou logique, mais il faut le faire. Alors, ils se sont mis à travailler. Chacun a mis, je ne sais pas beaucoup, combien chacun 250 000 euros. Vous vous rendez compte, une rigolade, on a honte de vous parler de misère, c'est rien. Hein. La ville a donc mis sa part, pareil, et puis ils ont commencé à travailler, et ça marche très bien. Et ça intéresse tout le monde parce que ça fonctionne. Alors ça, c'est formidable. C'est exactement la théorie de Rifkin ou de Nagy. Comme ça, on ne les connaissait pas, on a inventé nous-mêmes nos trucs, grâce à des ingénieurs, en plus sympathiques. Ils s'entendent bien entre eux. C'est formidable. Il y a Florence qui voulait compléter. Oui, pour dire, moi j'aime beaucoup Isigrid, évidemment. On a beaucoup de nos membres, on a même quelques petites start-up d'Advanced City qui ont du coup comme ça pu être tirées par les grands groupes. Pour vous dire qu'il y a une initiative qui a été prise il y a déjà quelques années. C'est dommage parce que Jean-Marc Molina était là, il est parti, il a dû partir avant la fin. Par 9 pôles de compétitivité, de se regrouper au sein d'une association informelle. On aime bien ça, nous, les trucs, le travail informel, au sein de Smart Grid France. Donc avec l'objectif de promouvoir, travailler à la mise en place d'autres opérations Smart Grid dans d'autres villes. Là encore, des villes qui le veuillent bien. On a le Smart Grid à Nice, par exemple. Et donc là, aujourd'hui, cette preuve finalement du succès de cette initiative, l'association, du coup association qui n'en était pas une, portée par les pôles de compétitivité, est en train de se créer. On est en ce moment même en train de préparer les statuts pour porter sur les fonds baptismaux une véritable association Smart Grid dans laquelle, cette fois, et c'est ça un succès, je pense, les partenaires, les opérateurs, notamment RTE, seront pilotes au sein de cette association, donc du coup avec probablement des capacités d'investissement, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, importante. Merci. Métrocité dans Smart Grid France. Bonjour. Ouais, déjà, vous avez essayé de nous rassurer sur la protection de nos données personnelles dans une ville connectée. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est l'analyse environnementale de l'intégration croissante du numérique dans les villes. Je pense aux capteurs, aux data centers, à tous ces surplus qui viennent dans une ville et qui sont source de consommation. Donc, est-ce qu'il y a eu des analyses cycle de vie, par exemple, dans des villes virtuelles sur est-ce que ça permet vraiment d'économiser de l'énergie par rapport à la mutualisation des ressources et des flux? Ou est-ce que c'est pas complexifier la ville et après on va se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes comme les ondes électromagnétiques croissantes, électroniques? Voilà. Alors c'est dommage, il y avait une conférence la semaine dernière avec Louis Pouzin sur l'Internet et le citoyen. Et on avait une excellente présentation d'un jeune ingénieur d'Atos Worldline qui expliquait la matérialité de l'Internet. C'est que l'Internet, on imagine des 0 et des 1, mais c'est pas que des 0 et des 1, c'est également des câbles, des routeurs et des gros serveurs, avec sur une ferme de serveurs, la partie refroidissement est aussi grosse que la partie serveur elle-même. Et il y a toute une ingénierie aussi encore qui est développée
pour optimiser cette utilisation, hein, pour stocker les données au bon endroit, celles qui sont utilisées souvent, le plus proche possible de la sortie, etc. Et c'est un vrai problème, effectivement, d'optimiser ça. Mais je vais vous laisser répondre. Je vais juste, à l'occasion, si vous voulez vous téléporter jusque dans l'Est parisien, du côté de Champs-sur-Marne, il y a un exemple qu'on fait assez souvent visiter, qui est le Data Center Marilyn. Hein, c'est un projet qu'on avait labellisé en son temps, où sur une surface du coup réduite, vous avez à la fois donc les serveurs informatiques qui produisent beaucoup de chaleur, et cette chaleur est totalement réutilisée pour climatiser le bâtiment lui-même. Donc on est typiquement sur un bâtiment conçu de manière, d'une part, à minimiser la place que ça prend, et avoir un bâtiment qui est totalement neutre du point de vue du coût de sa consommation. Je me permets de rajouter un petit mot parce que monsieur en a parlé. Le siège de Colas va être fait à Issy-Moulineaux. Et il sera relié à la grid, bien sûr. Il sera forcément. Forcément. Il est très beau, le nouveau. Hein. Oui, comme ça. J'ai dit, ah oui, comment? Il paraît que vous partez, etc., avec votre tour. D'ailleurs, je demandais quand on ressemble la tour en casino. Ça, c'est à la mode. Mais Colas, c'est magnifique. Hein. Je ne sais plus qui c'est, d'ailleurs. On prend une dernière question. Toujours bouger. C'est ça le Et oser. Oser, mais à la fin, vous n'avez pas le sentiment d'oser. Par exemple, transformer Bouygues en casino, c'est pas oser. Hein, puisqu'ils sont en train de fermer tous les cercles de jeux corse. N'oubliez pas qu'on avait confié aux Corses les cercles de jeu parce qu'ils avaient été très bons pendant la Résistance. Pas tous. Il y en a qui étaient expérimentaux au carbone. Mais, alors maintenant, plutôt bon, ça, le casino. Il y aura forcément des casinos. Hein, on en parle. Une dernière question? Je me dévoue. Clémence Borosé, donc Vinci Énergie. Je m'adresse plutôt à Monsieur Cuny. Vous avez dit il faut préparer les réseaux, préparer les villes, donc aux nouveaux usages, mettre en place des capteurs, etc. La question que je me pose, c'est qui fait les choix technologiques? Vous nous dites il faut donc miser sur les usages. C'est quelque chose de très conceptuel. Tout le monde aime réfléchir à ces objets-là. Maintenant, à un moment, il faut un arbitrage. Donc, M. Santini l'a fait dans sa ville. Il a misé sur la géothermie, la pneumatique, d'autres choses. Maintenant, les choix technologiques, qui fait ces choix-là? Est-ce que c'est les partenaires privés? Est-ce que c'est les pôles de compétitivité? Est-ce que c'est les communes? Voilà, c'est juste... Alors clairement les pôles de compétitivité font pas ce genre de choses puisqu'ils sont pas du tout dans la partie de décision, peuvent accompagner éventuellement, aider sur l'analyse. Les choix technologiques sur les territoires, c'est les élus, c'est les exécutifs qui font les choix. Après, comment les accompagner pour essayer de faire les moins mauvais choix ou les meilleurs choix, je ne sais pas comment il faut attaquer le sujet. Bah, effectivement, dans ces cas-là, vous allez mixer les avis des gens que vous avez cités, c'est-à-dire les industriels eux-mêmes, qui sont par essence marqués par la technologie qu'ils défendent ou qu'ils connaissent, des réseaux qui peuvent avoir des visions un peu plus transversales et moins biaisées, ou en tout cas qui peuvent être ouverts sur l'ensemble des technologies. Et puis il faut confronter, comme le disait Monsieur Santini, les différents avis d'experts. Alors vous avez ceux qui disent oui, ceux qui disent non et ceux qui disent peut-être. Savoir, il n'y a pas de réponse absolue à cette question, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on ne connaît pas exactement les technologies qui seront celles qui exploseront. On a fait quelques très belles erreurs dans des sujets que je connais bien au niveau des télécoms, nous au sein de Systématique, dans les projets qui ont été lancés il y a 8 ans, où on a misé sur des technologies qui ne sont pas du tout celles qui sont développées aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qui sont, heureusement, il y a beaucoup plus de choix qui sont en général pas trop mal faits, ou en tout cas qui sont ceux qui atterrissent. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais il faut évidemment exploiter tous les avis. Mais au final, les choix, en tout cas pour les investissements territoriaux, c'est les élus. Hein. Peut-être en complément, parce que comme j'ai cru entendre Vinci Énergie, voilà actuellement un projet Énergie, parce que les choix, les élus les feront, sauf que les projets, on a le droit de leur proposer.
des services. C'est ça parce que vous pourriez regarder un projet qu'on est en train d'incuber, parce qu'on utilise ce vocabulaire-là, qui est porté par Citeos. Et vous pourriez éventuellement solliciter Alain Guillaume pour lui demander où il en est du projet que nous travaillons ensemble. C'est CityApp? Non, Connecticity. Ah oui, voilà. Je l'ai, je connais. Sur un projet. Mais le principe, c'est bien celui-là, c'est de concevoir, alors sur la base d'un consortium que je trouve plutôt intelligent, de concevoir un service et d'avoir d'ores et déjà, dans le cadre même du projet, c'est ça notre spécificité, dès lors qu'on est sur des projets qui intéressent la ville, à l'échelle de la ville et la ville durable, il faut dès le début se poser la question de savoir si on a une collectivité qui est prête à jouer le jeu, qui est prête à jouer l'accueil. Donc sur ce projet, en l'occurrence, que vous connaissez donc peut-être un peu, Connecticity, le consortium a déjà partenaire du projet, la collectivité qui sera prête à prendre le mini-risque, pensez à un mini-risque à la fin, et sur ce projet, je crois qu'on a mis dans le dossier que ce projet fera l'objet d'un test en vraie grandeur, en attendant le test sur la collectivité, dans le cadre d'un autre projet qu'Advancity a accompagné, je crois qu'Anne est là ici, et qui est le projet Sen City, dont l'inauguration a eu lieu, c'est la maquette de ville durable, dont le projet porté notamment par l'IFSTAR, mais en partenariat avec d'autres acteurs, et notamment le CSTB, qui est la soirée. Et donc ce projet Connecticity que j'espère faire aboutir pour le FUI 20, et qu'on espère faire financer évidemment. Si tel était le cas, il serait testé sur Sen City, ce qui nous permettra en même temps d'avoir un effet test sur ce projet lui-même, qui vient d'être inauguré. Et puis on a déjà la collectivité d'accueil. Mais in fine, effectivement, il faut la collectivité qui accepte de mettre en place le service et donc de payer éventuellement pour sa mise en place. Merci. Je rajoute juste un point parce que je pense que ça va croiser un petit peu les différentes questions. On parle beaucoup de la rapidité des technologies et des évolutions et en même temps des choix qui sont sur du long terme et ça crée un conflit permanent entre décider aujourd'hui des choses qu'on projette demain. Je pense que pour ça, il faut être éclairé par le bon sens, s'appuyer sur l'expérimentation, avancer en regardant ce qui se passe, ce qui est fait, et puis appuyer là où ça fonctionne bien. Je m'explique. Vous avez des projets ou des territoires d'expérimentation ou des essais qui sont faits. En général, on a assez rapidement, vu que les technologies vont vite, des résultats ou des retours sur ces expérimentations. Et c'est à partir de ces retours ou de ces résultats qu'il faut prendre les décisions pour généraliser éventuellement, décider de continuer ou d'arrêter. Il ne faut pas hésiter à arrêter. Et dans les technologies, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de voies qui ne sont pas les bonnes. Donc, il faut pas hésiter à arrêter. C'est beaucoup plus grave de s'entêter à déployer partout des capteurs qui seront peut-être pas qui vont pas produire de gains d'énergie et qui vont produire plus d'ondes que de choses comme ça, que de prendre la décision à un moment donné de ne pas aller trop loin. Donc je pense que pour pour faire ces fameux choix technologiques, c'est les projets, et nous c'est ce que l'on vit au quotidien dans les pôles de compétitivité là pour le coup, d'expérimentation, de thèses, d'avancées sont absolument nécessaires. Ils sont à des petites échelles, ils sont bien maîtrisés et en général on arrive quand même à avoir un certain nombre de mesures qui nous permettent de les confronter à ce qui se fait ailleurs et du coup à avoir un avis, si ce n'est parfait, mais en tout cas assez complet et objectif du potentiel de ces technologies-là.